En ce mercredi 28 mai, on discute des tiques et de la maladie de Lyme avec Dr Camille Guillot. On fait le point sur l'avenir du complexe chez Lise à Longueuil. On revient sur la modernisation de l'hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield et on vous présente un nouveau festival à Châteauguay. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Chaque année, la santé publique nous met en garde contre la présence des tiques, alors que certaines peuvent être porteuses de la maladie de Lyme. La maladie gagne d'ailleurs du terrain et davantage de cas sont diagnostiqués. Pour faire le point et surtout nous permettre de passer un été à l'extérieur sans souci, on reçoit aujourd'hui Dr Camille Guillot, médecin conseil à la direction de santé publique de la Montérégie. Bienvenue au balado. Merci beaucoup. Enchantée. D'abord, Madame Guillot, dites-nous tout sur la tique. On veut tout savoir. À quoi ressemble-t-elle? Où la retrouve-t-on? Comment on peut la retirer si elle est sur nous? Dites-nous tout. Oh là là, ouais, c'est ça. Grande question. La tique, c'est un acarien. Alors, ça fait de la grande partie là, d'arthropodes. C'est pas techniquement un insecte, c'est correct si on dit insecte, mais c'est vraiment plus proche de l'araignée, disons, que le moustique. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette tique-là? Bien, c'est, on le sait, elle s'accroche puis elle nous lâche pas. Fait que non seulement elle peut nous transmettre des maladies, souvent, là, sont tout petites. Alors, on parle, il y a une quarantaine d'espèces de tiques différentes au Québec. Okay. Mais il y en a vraiment une là, qui nous préoccupe un petit peu plus, c'est la tique à pattes noires. Alors, le nom latin, c'est Ixodes scapularis, mais tique à pattes noires, ça fonctionne bien. Elle a une possibilité d'être infectée par certaines pathogènes qui peuvent se transmettre à l'humain. C'est elle, donc, on voit en grande quantité là, dans nos forêts au Québec. Là. Bien, oui, dépendamment des forêts, mais en effet, on en voit là, de plus en plus, particulièrement au sud du Québec. L'ensemble de la Montérégie est, qu'est-ce qu'on dit, une région endémique pour la maladie de Lyme. On voit quand même des populations de tiques à pattes noires assez répandues, en fait, dans nos forêts. Pourquoi, en Montérégie particulièrement? C'est beaucoup avec, on parle de changement climatique, entre autres, mais il faut savoir que les tiques, à l'origine, là, ils viennent plus du nord-est des États-Unis. Et on a eu un front là, qui a fait en sorte qu'ils ont monté tranquillement, étant la région, une des régions le plus au sud avec l'Estrie. Mais c'est nous qui les ont vus, là, entre autres, en premier. Mais c'est sûr que tranquillement, ça va monter de plus en plus vers le nord. On commence à en voir justement en plus grande quantité en Mauricie, dans le coin de Québec, etc. Mais pas encore autant que nous. On est quand même une région favorisée par nos tiques. Donc, c'est pas faux de dire que ça gagne du terrain. Là. Il y a plus de diagnostics aussi, de morsures de tiques. Est-ce que c'est parce qu'on est plus conscient ou justement parce qu'elle est plus présente? Il y a plusieurs raisons. Un, on le voit, on a fait de la surveillance. Alors, on surveille pour la présence de tiques. Il y a plusieurs manières de surveiller. Admettons que quelqu'un était piqué par une tique, on consulte, on l'envoie à un laboratoire puis on analyse cette tique-là. Maintenant, on a vu avec les années, il y en a de plus en plus, tellement que c'était des analyses qui se faisaient plutôt au niveau fédéral. On n'a plus la capacité de les analyser, il y en a trop. Fait que ça a été un petit peu délaissé. Par contre, on peut continuer à faire des études sur le terrain. Alors, ça s'appelle encore de la surveillance. On va chercher pour les tiques. C'est la méthode par la flanelle. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pas du tout. Fait que c'est un gros drap blanc de flanelle qu'on va porter sur le sol. Les tiques, pour trouver leur repas, elles, ils s'accrochent à nous pour se nourrir, pour avoir un repas. Elles sont à l'affût, dans le fond, de... Ça ressemble un peu comme de la fourrure d'un animal, dans le fond. Mais quand la flanelle passe, elle s'accroche. La flanelle est blanche, on peut bien voir les tiques, les prélever. Puis on peut voir, en fait, pour une certaine distance qu'on couvre, il y a combien de tiques. On voit vraiment, il y a une augmentation avec les années, mais aussi en termes de territoire. Là, c'est comme ça qu'on voit que les populations montent de plus en plus vers le nord. Parce qu'elles se nourrissent de sang, dans le fond. C'est ça qui fait qu'après, elle va transmettre la maladie? Exactement, c'est ça. Alors, pour survivre, ils doivent se nourrir comme n'importe quel autre être vivant, en fait. Ils se nourrissent un petit peu différemment, en fait, qu'on est habitué, peut-être, c'est pas un repas, tous les 3 repas par jour. On parle plus de 3 repas au cours de sa vie. La tique, c'est un peu comme un Pokémon. Je sais pas si on connaît ça. Tu parles mon langage en ce moment, j'aime ça. Fait que, dans le fond, il y a des évolutions. Ça commence un œuf, ça devient une larve. Pour aller au prochain stade, eh bien, on a besoin de prendre un repas de sang. Alors, ça va être son premier repas de sang qui va durer généralement 48 heures. Ça s'accroche très, très longtemps. Une fois que ça devient nymphe, après ça, ça va prendre un deuxième repas de sang pour devenir l'adulte.
Et une fois adulte, ça va être la femelle va en prendre un troisième, en fait, pour lui permettre là, de donner naissance à ses petits œufs et on recommence le cycle. Et ce ne sont pas toutes les tiques donc, qui sont porteuses de la maladie de Lyme. La fameuse cible rouge, est-ce que celle-là, elle est attribuée, qu'on voit là, sur la peau et qu'on connaît bien? Est-ce que c'est attribuable spécifiquement à la maladie de Lyme? C'est pas toutes les piqûres de tiques qui causent ça? Vous pouvez peut-être démystifier ça. Oui, absolument. C'est toutes les tiques qui ont la maladie, qui peuvent donner la maladie de Lyme. Non. Justement, parce qu'on revient au cycle et on s'entend, la maladie de Lyme, c'est un cycle assez complexe. Là. Fait qu'on peut le simplifier un petit peu. Quand les bébés tiques naissent, alors c'est nos larves qui sortent des œufs, elles n'ont pas la maladie de Lyme. Ça ne se transmet pas de la maman tique au bébé tique. Ça veut dire que la tique va attraper la maladie de Lyme lors d'un de ses repas de sang. Alors, ça veut dire que ça doit piquer un animal qui est porteur de la maladie de Lyme. Et après ça, à son prochain repas de sang, bien là, elle peut le redonner à un humain ou un autre animal, en fait, qui n'était pas infecté à la base. Alors, c'est pour ça qu'on peut voir, c'est pas toutes les tiques, en effet, qui portent la maladie de Lyme. Et quand je disais, quand on fait notre surveillance des tiques, on fait analyser les tiques, là, on peut voir c'est quoi le pourcentage des tiques qui ont la maladie de Lyme. Et généralement, on se situe peut-être environ à 10 %. Une tique sur 10. Dans des régions où il y en a un peu plus, encore là, on parle de cycles de transmission hyper complexes parce que ça prend des animaux qui sont porteurs de la bactérie, ça prend les tiques, ça prend les conditions environnementales adéquates. Dans les régions, disons, où ça circule vraiment plus, ça peut aller jusqu'à 20 %. Mais ça, c'est pas partout, puis on peut avoir une certaine surveillance. Alors, première partie de la question. Après ça, la fameuse piqûre rouge, une fois qu'on a ça, on est vraiment sûr du diagnostic de maladie de Lyme. C'est sûr que ça prend un professionnel de la santé pour le voir, parce que comme on sans doute, là, des rougeurs à la peau, ça l'arrive. Là. Coup de soleil, on oublie de faire la petite patch. Là, ouf, ça va pas bien. Mais une fois qu'on a ça, on n'a même pas besoin d'un diagnostic, un test sanguin là, pour avoir notre diagnostic. C'est assez bien reconnu là, que l'érythème migrant, la cible est caractéristique de la maladie de Lyme. Si la tique nous pique et qu'elle n'est pas porteuse, il n'y aurait pas cette fameuse cible-là? Si la tique nous pique, et elle n'est pas porteuse de la maladie de Lyme, on n'aurait pas là, de réaction érythème migrant. Ça peut arriver comme une piqûre de moustique. Il y a du monde qui réagisse un petit peu plus fortement, mais ça va pas être, ça prend un 5 cm là, comme rougeur. C'est pas tout le monde qui vont réagir de la même manière, comme on sait. Là. Quand on fait la COVID, c'est pas tout le monde qui a été aussi malade un de l'autre. Ça veut dire que ça peut arriver dans des fois que même si on a la maladie de Lyme, on n'a pas eu l'érythème migrant. Fait que c'est ça qui peut être difficile, en effet. Il y a d'autres symptômes là, qui sont liés à cette Absolument, maladie. absolument. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est beaucoup des symptômes d'allure grippaux qu'on dit. Alors, on va parler de fièvre, de douleurs musculaires, de fatigue, se sentir pas très bien. Des fois, on peut même avoir certaines douleurs aux articulations. On appelle ça de l'arthralgie. Il n'y a pas de changement là, physique. Dans le fond, on ne parle pas d'arthrite, mais on peut quand même avoir un petit peu mal aux articulations. Si je soupçonne avoir été piquée par une tique, maladie de Lyme ou pas, qu'est-ce que vous recommandez de faire? Et ici, on peut même aller dans 2 recommandations. Alors, si j'ai joué dans le bois, puis quelques jours après, et ça m'est déjà arrivé, en fait, là, on a fait une invasion, et là, là, il y a une petite tique ici. Si on pense que ça fait plus que 24 heures, on peut, en fait, prévenir l'évolution de la maladie. On peut aller dans une pharmacie. Il y a une ordonnance collective, en fait. Les pharmaciens suivent des procédures, des protocoles qui ont été développés et, dépendamment des circonstances, ils vont être en mesure de prescrire un antibiotique pour prévenir la maladie de Lyme. Fait que ça, c'est dans le cas qu'on a vu la piqûre de tique. Ça peut arriver qu'on ne voit pas. Ils sont tout petites, là, tout petites, puis ça l'arrive, là, ils se cachent, ces petites tiques-là. Ils ont un analgésien, en fait qu'on ne la sent pas aucunement. Fait que c'est sûr que si on est quelqu'un qui joue souvent dans le bois, qui fait beaucoup de jardinage, puis là, qui commence à avoir une grosse fièvre pas vraiment explicable, on n'a pas été en contact avec quelqu'un malade, puis on a un petit soupçon. Bien là, c'est sûr, ça va prendre une consultation médicale. Les pharmaciens, ils n'ont pas d'ordonnance collective. Là, on parle vraiment d'un diagnostic de Lyme, c'est pas la prévention. Ça se traite encore très, très bien avec des antibiotiques, mais il faut aller chercher de l'aide médicale pour évaluer ça. Encore une fois, ça peut être autre chose, mais ça prend quand même une évaluation. Alors, on va rediriger vers les canaux principaux. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un médecin de famille, surtout en Montérégie, de plus en plus, on en voit, il y en a beaucoup. Nos cliniciens sont quand même assez connaissants là, sur les formes aiguës de la maladie.
la santé publique fait beaucoup de sensibilisation aussi. Et sinon, ça va être aller vers Info Santé, là, où qu'on peut rediriger justement vers les ressources adéquates là, pour cet individu-là, dépendamment où il ou elle habite. C'était une de nos questions aussi, justement, par rapport aux connaissances des médecins, parce qu'on recule il y a quelques années quand on a commencé à entendre parler de maladies de Lyme puis des tiques. Les patients avaient l'impression que les médecins n'étaient pas au courant. Puis là, ça ouvrait la porte aussi à Dr Google. Là, vous nous dites qu'il y a quand même une meilleure connaissance ici au Québec de la façon dont peut-être justement la détecter, la maladie de Lyme. Pas nécessairement dans la manière de détecter. C'est des tests qui ont évolué au fil des temps. Puis, tu sais, c'est une maladie qui a été découverte en 1975. Là. Fait que c'est sûr, c'est assez récent dans nos connaissances. Le temps que ça soit vraiment bien identifié puis qu'on identifie le pathogène, ça a pris un certain temps. Mais à la fin des années 70, là, on savait son existence et tout. On a développé les tests en conséquence. Ça fait quand même un bon petit bout de temps là, qu'on connaît bien ces tests-là. C'est sûr que le temps que les populations tiques arrivent au Canada, au Québec, on s'en vient plus dans les années 2000, 90, mais vraiment 2000. Et quand on regarde, ça fait quand même 25 ans. Ça peut sembler longtemps, mais c'est pas si longtemps que ça. Dans ces années-là, on avait peut-être 1, 2 cas. Même quand on parle des années 2010, on commence à avoir une dizaine de cas, mais ça veut pas dire que tous les médecins n'auront pas nécessairement vu. Là, on en parle vraiment beaucoup. Il y a justement, on les entend dans les médias, c'est quand même un sujet de controverse, on s'entend. Les médecins, les cliniciens, les praticiens, on a des IPS, des infirmières praticiennes et tout devient beaucoup plus aiguisé sur la problématique. Et en plus, avec ces années-là, mais c'est sûr qu'on a pu l'intégrer dans les cursus de médecine. Fait que les étudiants sont plus exposés. À l'Université de Sherbrooke aussi, par exemple, qui a le campus en Montérégie à Longueuil, bien, on développe tout aussi qu'est-ce qui est la sphère impact des changements climatiques sur la santé. Puis il y a de plus en plus de ressources. Par exemple, nous, la santé publique, on est vraiment là pour appuyer les cliniciens. On s'entend, nous, on reçoit tous les cas. C'est des maladies à déclaration obligatoire qu'on appelle. On en voit beaucoup. C'est normal qu'on soit plus au courant là, au niveau de l'épidémiologie. On est vraiment là pour soutenir le terrain. Parce que cette idée-là, un peu préconçue, que le Canada est vraiment en retard par rapport aux États-Unis, puis qu'il y a des diagnostics qui sont faits aux États-Unis qui ne sont pas nécessairement faits au Canada, là, quand même. C'est un grand sujet, très, très complexe, puis il y a beaucoup d'antécédents sociétaux, politiques, etc. Puis il y a un aspect clinique aussi qui va sortir de mon champ d'expertise. Et on a vu là, le balado Dérive qui a sorti récemment, qui fait un bon tour de la question par rapport à ça. C'est sûr qu'au niveau local, vraiment en Montérégie, qu'est-ce qu'on voit? On a nos laboratoires de référence. Alors, c'est le LSPQ, le Laboratoire de santé publique du Québec. Tout est très standardisé. C'est des années là, d'expertise qui ont été développées. Les tests sont très, très bien connus, qui nous permet en fait de faire des diagnostics de manière assez confiante, là. Vous l'avez évoqué, le balado d'Olivier Bernard qui est sorti la semaine dernière. Puis un des aspects qui est abordé dans ce balado-là, c'est la fameuse forme peut-être chronique de la maladie de Lyme. C'est aussi ce qu'on a entendu dans les médias. Il a été évoqué des cas peut-être de suicide, des suites, si on veut, de la maladie de Lyme. Est-ce que c'est reconnu au Québec, la forme chronique de la maladie de Lyme? Tu sais, sujet beaucoup de controverses, très complexe. On ne pourra pas faire le tour de la question là, à ce moment-ci. Fait que c'est sûr que l'autre aspect qui a ressorti un peu, qui est intéressant, c'est tout ce qui est arrivé avec la COVID. C'est tous les symptômes post-infectieux. C'est un champ de recherche qui est en évolution. Comme il y a des connaissances à développer, ça va être beaucoup pris en charge par les chercheurs, par les cliniciens, qu'est-ce qu'ils voient sur le terrain. Puis nous, notre rôle en santé publique, c'est justement de rester à jour le plus possible avec ça, puis essayer de parler au public, s'orienter selon qu'est-ce qu'on voit. Qu'est-ce qui est important pour nous, c'est qu'on voit cette problématique-là évoluer, mais idéalement, c'est qu'on ne se rend jamais là. On fait les mesures. Il y a des mesures de prévention en place qui sont efficaces. Les premières formes aiguës de la maladie on peut très, très bien les traiter. Fait que nous, on veut vraiment mettre nos efforts dans qu'est-ce qu'on sait. On connaît ces mesures de prévention-là. On peut éviter des séquelles. Même les formes aiguës un petit peu plus tardives, on parle de l'arthrite, par exemple. On veut pas que ça se rende là non plus. Fait qu'on essaie vraiment, puis c'est un message commun, en fait, qu'on est tous d'accord, qui fait pas nécessairement issu de controverse. Fait que c'est un champ super, productif là, pour investir nos efforts, justement. Parce que, somme toute, c'est, vous l'avez dit, des antibiotiques.
d'une durée là, variable selon la phase. Donc, techniquement, on peut s'en sortir là, de la maladie de Lyme. C'est pas une finalité, ce qu'on peut entendre dans certains cas. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, je vous dirais, la majorité des cas, il s'est identifié avec nos tests, c'est traité et c'est tout. Ça finit comme ça. Souvent, qu'est-ce qui peut arriver, par contre, c'est que ça prend un petit peu plus de temps, le temps que la personne soit prise en charge. Alors, souvent, tu sais, comme on a dit, les premiers symptômes, c'est pas spécifique, c'est une grippe, justement. Je sais pas, je suis allée voir ma nièce, je suis allée voir un grand-parent, il était malade, j'ai été malade. Ça passe, tu sais, ça prend une couple de semaines, ça passe. Puis là, j'ai pas eu la cible pour une raison, peu importe. Mais là, justement, c'est là qu'on va évoluer un peu. Mais encore une fois, le tableau clinique est quand même assez distinct dans les différentes phases, là, si on va dans le disséminé, alors un petit peu plus répandu. Et les antibiotiques restent très efficaces durant ces phases-là. À la santé publique, est-ce que vous sentez ou vous remarquez une forme d'anxiété par rapport à aller passer du temps en plein air? Parce que on dirait que ça crée cet effet-là où là, si je vais dans le bois, je vais faire du camping, est-ce que je vais me ramasser avec la maladie de Lyme? T'sais, ça crée un effet inverse, les bienfaits d'aller en nature versus... je vais rester chez nous parce que je ne veux pas rencontrer une tique. Oui, c'est très, très important, en fait. Puis c'est un message qu'il faut... Il faut s'assurer que le public comprenne bien pour être capable de profiter des bienfaits là, de l'extérieur aussi. Notre objectif, c'est s'assurer... c'est de garder une surveillance, surtout pour la progression de la maladie. Fait qu'on est rendu à combien de cas, où ce qu'ils ont été. Quand on fait ces cas-là, c'est pas du monde souvent particulièrement anxieux. Ils ont été dehors, puis souvent, ils se sont fait piquer plusieurs fois, puis ont été traités, et tout va bien. Mais on fait aussi d'autres activités en santé publique, plus en lien avec le public, des séances d'information et tout. Et c'est là que je ressens parfois, quand même l'anxiété assez importante du public. Ça fait peur. On entend certaines histoires là, qui sont vraiment très troublantes, très, très préoccupantes. Alors, c'est sûr que ça peut faire peur. Ceci étant dit, il y a quand même des mesures assez simples qu'on peut faire pour prévenir la maladie, mais il faut rester rigoureux en les appliquant. C'est ça qui est difficile des fois. En plus que maintenant, encore, on va parler des changements climatiques, mais l'été devient de plus en plus long. Il fait de plus en plus chaud. Donc, la période d'activité d'éthique est de plus en plus longue, qui fait en sorte que, justement, nos mesures qu'il faut appliquer, il faut mettre tout le temps qu'il fait chaud. Les tiques deviennent actives environ à 0 degré, 4 degrés. Mais quand il fait 0, généralement, nous, on est habillés davantage. Là. On est peut-être, notre peau est moins exposée. Exact. Alors, qu'elle puisse traverser les vêtements, puis ça, je sais. C'est ça. Oui? Oui. Ah, ouais, okay. C'est ça. En fait, les tiques sont vraiment bonnes. C'est très, très bien adapté. Ça cherche la chaleur. Fait que souvent, du moment qu'ils viennent sur le linge, les pantalons, ils peuvent se faufiler, tu sais, même entre les bas entiers, puis ils cherchent vraiment la chaleur. C'est tout petit, c'est facile à passer inaperçu. Donc, mettre des affaires, des vêtements longs, c'est sûr que ça, tu sais, on essaye le plus possible de diminuer les risques. Fait que ça l'aide, mais il faut quand même faire l'auto-inspection à la fin de notre journée à l'extérieur. Et ça, encore une fois, ça diminue de plus en plus les risques. Fait que l'idée des mesures de prévention qu'on peut prendre, c'est, à un moment donné, ça ne pourra jamais être 0, mais à un moment donné, on met tellement de mesures en place que ça devient négligeable, puis on peut être assez confiant que ça ne devrait pas arriver. Et à ce moment-là, on continue à profiter de tous les bienfaits de l'extérieur, justement. Quelles sont ces mesures, justement, dont vous parlez? Oui. Qu'on peut faire? Alors, on peut agir sur les comportements humains. Faut aussi réfléchir aux animaux de compagnie. Puis après ça, tout qu'est-ce qu'on peut faire dans l'environnement. Je vais commencer avec l'environnement. On sait que la plupart des cas, selon la littérature, là, qui n'est pas nécessairement récente, mais de qu'est-ce qu'on voit, c'est dans nos données de surveillance, ça reste comme ça, mais 50% des personnes qui se font piquer par des tiques et qui acquièrent la maladie de Lyme, c'est souvent dans leur propre chez-soi, dans leur jardin. T'sais, on est un petit peu moins vigilant, là, on fait le jardinage et tout, on ne réfléchit pas. Des fois, il y a un petit pissenlit, on l'enlève, on ne le voit pas. Alors, on peut faire des mesures à ce niveau-là pour essayer de réduire. Et en gros, qu'est-ce que les mesures? Les tiques sont très résistantes à les changements de température, mais sont très, très sensibles à l'humidité. Elles n'aiment pas tout ce qui est sec. Alors,
les mesures qu'on va prendre essentiellement, c'est pour enlever l'humidité des milieux. Alors, en gros, c'est enlever les feuilles, couper le gazon. L'autre aspect, c'est quand elles se nourrissent, elles s'accrochent après un petit animal, par exemple. Le petit animal vient sur notre terrain, elles peuvent débarquer à ce moment-là. Fait que ça va être aussi réduire les cachettes pour les rongeurs, la nourriture, les mangeoires à oiseaux aussi, justement. Parce que des fois, elles peuvent s'accrocher un oiseau? À un oiseau, oui. Ouais. C'est comme ça qu'elles sont arrivées à la base des États-Unis. Dans petit... c'est ça. Air Canada, là. C'est ça. Fait qu'on parle de risque plus accru à ce moment-là. Parce qu'on va jouer dans les feuilles, on va jouer potentiellement dans un environnement de tiques. Alors, c'est là que viennent les mesures plus personnelles. Fait que ça, on en a parlé un peu. Mettre des vêtements longs, on met les chaussettes par-dessus les pantalons, par exemple. C'est un petit peu plus difficile qu'à pénètre. On peut mettre du chasse-moustique aussi. Et à la fin de la journée, eh bien, on fait une bonne auto-inspection. Pour l'auto-inspection, le plus important, en fait, c'est, on en a parlé, ils sont tout petites, les tiques sont très difficiles à voir. C'est quoi? C'est 2-3 mm? C'est 5 Oui, pas mal. On a parlé là, des c'est ça, exact. Okay. La nymphe, qu'elle peut porter l'infection, c'est pas mal cette grosseur-là. Puis à cause de ça, c'est elle qui donne le plus d'infection parce qu'elle est tout petite. L'adulte, je vous dirais, est quand même plus grande. Ça se voit quand même bien. Le truc, c'est vraiment y aller au toucher. Fait que quand on prend une douche, bien, on se passe un peu partout, là, surtout dans les régions cachées, les aisselles, etc. Puis on est capable, ça se sent, là, c'est une petite bosse vraiment dure. T'es comme, ouf, non. C'est ça. Alors ça, c'est une super bonne stratégie parce que, justement, ça prend au moins 24 heures pour la bactérie là, de se transmettre de la tique à l'humain. Fait que si on l'enlève, il n'y a pas de risque. Ou très, très négligeable, en fait. Là. On peut dire quasi risque zéro dans ce moment-là. Mais il n'y avait pas aussi une technique pour l'enlever? Ou si on l'arrache, là, il y avait la fameuse pince. Mais si j'ai pas ça à la maison, qu'est-ce que je fais? Oui, l'idée de cette fameuse pince-là, c'est que c'est peut-être un petit peu plus facile en termes parce que c'est petit, fait que ça demande une certaine dextérité, fait que ça peut aider, disons, le monde qui est moins à l'aise. Ceci étant dit, une pince normale, ça fonctionne très bien. Tu sais, un angle certain là, pour être capable de bien la prendre. Puis on veut vraiment y aller très proche de la peau, essayer de la prendre par la tête. Puis il faut quand même tirer assez fort. Là. Ça s'accroche très bien. Puis je vous dirais, en ligne, sur le site web du gouvernement du Québec, là, il y a des vidéos pour démontrer comment bien le faire. Donc, il y a moyen de passer un bel été à l'extérieur là, quand la météo sera finalement au rendez-vous. Là. Absolument. mais on peut continuer à profiter du plein air, à faire des randonnées en forêt. Ouais. Exact. Puis pour les randonnées, surtout, là, un des messages principaux, puis ça compte pour la prévention de la maladie de Lyme, mais aussi qu'est-ce qui est préservation des environnements, c'est une fois qu'on reste sur les sentiers bien balisés, pas de hautes herbes, c'est bien nettoyé, bien non seulement on aide à protéger la flore, mais aussi on diminue grandement là, notre risque de se faire piquer. Merci beaucoup. Puis on souhaite un bel été à tous. Oui. Merci. Exempt de petites tiques. Absolument. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles rafales. En 2022, des travaux de l'ordre de 200 millions de dollars étaient annoncés pour moderniser l'urgence et pour changer l'enveloppe de l'édifice de l'hôpital du Surroi à Salaberry-Valleyfield. 3 ans plus tard, seulement 18 millions de dollars ont été investis. Au moment de l'annonce, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest indiquait que les travaux seraient terminés à la fin de l'année 2025. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Le Sismo assure que le projet est toujours en développement. Jusqu'à maintenant, les sommes investies ont permis de réaménager l'unité de retraitement de dispositifs médicaux, de rénover le vestibule de l'entrée principale et l'unité 3B. On nous explique que 3 enjeux compliquent le remplacement de l'enveloppe extérieure de l'édifice. Il y a l'espace restreint autour du bâtiment, sa hauteur et la nécessité de maintenir les activités cliniques. Évidemment, le budget devra aussi être réévalué au moment du lancement des travaux pour s'ajuster au coût du marché actuel. Le Courrier du Sud a appris une nouvelle majeure la semaine dernière. Le complexe d'hébergement chez Lise, qui accueille environ 130 personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale ou d'itinérance, a été mis en vente pour 9,5 millions de dollars. Depuis les années 70, le complexe de 7 immeubles bien enracinés dans le Vieux-Longueuil a permis à ces gens de vivre dans un cadre humain et stable, loin des établissements psychiatriques classiques. Mais un conflit entre les 2 copropriétaires compromet sérieusement l'avenir du lieu. Depuis 2 ans, il y a une dispute qui oppose Sophie Noreau, infirmière clinicienne, et Marie-Claude Lapointe, comptable, toutes 2 à la tête de l'organisme qui gère chez Lise.
Les deux ont soumis des propositions de rachat, mais aucune n'a été acceptée. On ignore en fait pourquoi ils refusent toutes les propositions d'ailleurs. Pendant ce temps, les résidents, dont certains habitent là depuis plus de 10 ans, vivent dans une grande insécurité. Aucun plan de relogement n'a été annoncé et la mission sociale du projet semble menacée. Plusieurs employés et membres du conseil d'administration ont exprimé leur inquiétude et réclament une intervention urgente des autorités pour éviter que ce service essentiel ne disparaisse. La Ville de Longueuil a indiqué suivre le dossier de près. En avril dernier, d'ailleurs, elle a activé un droit de préemption sur les immeubles, ce qui lui permettrait, en cas d'offre d'achat, d'acheter les bâtiments en priorité afin d'en préserver la vocation communautaire. Si elle décidait d'aller de l'avant, la gestion pourrait être confiée à un organisme à but non lucratif. À l'instar d'autres villes en Montérégie qui ont un événement phare pendant l'été, la ville de Châteauguay crée le nouveau festival Rivéo, où les arts, la musique et la nature seront à l'honneur. Rivéo, c'est un clin d'œil à la rivière Châteauguay qui fait partie de l'identité de la municipalité. Évidemment, on associe beaucoup la rivière à sa ville et vice-versa. Le festival consistera en 3 jours d'activité du 15 au 17 août. La tête d'affiche de la première édition est l'artiste Jonathan Roy, qui sera en spectacle le samedi soir avec l'autrice-compositrice-interprète Alex, qui a déjà participé à La Voix. Il y a une partie des activités qui se dérouleront près de la rivière, plus précisément où une passerelle pour piétons et cyclistes est présentement en construction. Le vendredi soir, la passerelle sera illuminée et un feu d'artifice est prévu. Donc, la Ville a l'ambition que ce festival soit bonifié au fil des ans. À Saint-Constant, l'avenir des 26 maisons mobiles continue d'être discuté au conseil municipal. Les élus ont adopté un règlement de 13,5 millions de dollars pour entamer les plans, devis et études nécessaires pour la relocalisation du parc de maisons mobiles au domaine San Giacomo en territoire agricole. Notre collègue Tristan Ouimet a su la semaine dernière que la relocalisation des maisons mobiles ne serait pas avant 2026. La Ville doit d'abord construire des infrastructures municipales comme les rues, l'éclairage, les égouts, l'aqueduc, mais elle attend encore des autorisations du ministère de l'Environnement et de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en plus de subventions du gouvernement du Québec pour couvrir une partie de la facture. Sans l'appui financier du gouvernement, le projet ne sera pas possible, selon le maire Jean-Claude Boyer. On rappelle que la relocalisation des maisons mobiles est nécessaire puisque le nouveau propriétaire du parc prévoit remplacer le site par 2 immeubles à logement de 6 étages. Nous avons parlé un peu plus tôt de TIC avec Dr Guillot. Eh bien, il y a justement un projet de recherche en cours à ce sujet, entre autres au parc Michel-Chartrand à Longueuil et au parc national des îles de Boucherville. Le projet est baptisé Parc en santé. Il fait partie d'un plus vaste projet de recherche de l'Université de Montréal qui vise à étudier l'émergence des maladies transmises par les tiques et aussi la santé des écosystèmes dans les parcs périurbains. On le sait qu'autant au parc Michel-Chartrand qu'aux îles de Boucherville, il y a beaucoup de serres. Et cela peut potentiellement influencer la présence de tiques dans les parcs. Donc, il y a un volet de la recherche qui étudiera le lien entre les deux. Il y a aussi tout un volet citoyen. Les chercheurs ont recruté 360 citoyens qui participeront à une série d'ateliers de sciences citoyennes dans les parcs en lien avec la nature et les tiques. Une nouvelle galerie d'art a élu domicile sur la rue Saint-Charles-Ouest à Longueuil. Le lieu s'appelle Art Québec et réunit les œuvres de 27 artistes provenant d'un peu partout de la province. Ses 2 propriétaires, Michel Dugas et Francine Nadon, sont artistes peintres et forment un couple. La journaliste Ali Dosti les a rencontrés. On vous invite à lire son reportage et à regarder sa vidéo filmée à la galerie sur les plateformes de Ma Vie, Ma Région. À surveiller cette semaine, on bouge pour de bonnes causes dans la région. Ce samedi 31 mai aura lieu la course 12 h 80 km à Varennes au profit de la Fondation Véro et Louis. Gravité est d'ailleurs partenaire. Et le lendemain, le 1er juin, se tient la Marche du Rhin à Châteauguay au parc Billings. Elle a une signification particulière puisque c'est le 10e anniversaire du centre de dialyse à Châteauguay qui permet à plus de 150 patients de recevoir leur traitement à proximité de la maison.